Le 10h midi Sud Radio Média, Stéphanie Demuru, Gilles Gansman. 10h02, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour, j'ai failli dire bonjour Valérie. Oh, vous voyez, écoutez, c'est pas grave, c'est un bonjour compliment, Stéphanie. je le prends comme un compliment. Prendre, et voilà. Bonjour également Sylvie Uderzo. Ça vous parle Uderzo? Légèrement. toute notre enfance et même plus, non? Plus, c'est toujours actuel, hein, la preuve. Vous lisez Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est mon côté Obélix, ça. Oh, mais non. Absolument pas. Sylvie Uderzo, on est ravis de vous accueillir. C'est très gentil, merci à vous. Effectivement, votre nom, c'est toute une légende. Le poids est difficile à porter parfois. Je réfléchis, oui, mais non, en fait, parce que c'est quand même une grosse fierté. Soyons clairs, c'est un sujet quand même plutôt sympathique, qui fait sourire, voire rire. Donc, lourd, non, c'est pas si lourd que ça. Est-ce que votre père vous dessinait? Il m'a dessiné petite, 2 fois. J'oserais même pas vous dire pourquoi la première fois. Il m'a dessiné sur mon petit pot. Oh, c'est mignon ça. C'est incroyable. Quand j'avais, je sais pas. Et une autre fois parce que j'adorais regarder mon père dessiner. Et je devais avoir 4 ans et je me suis endormie sur sa table à dessin. Donc il m'a croqué et j'ai gardé évidemment ses dessins. Est-ce qu'il y a des personnages de votre entourage qu'on peut retrouver dans Astérix ou pas? Ou c'était l'imagination, son imagination de dessinateur? Déjà, il y a la fabuleuse Falbala. C'est votre maman? Voilà. C'est votre maman, Falbala. Exactement, le petit nez à la retroussette, les yeux de chat en amande, vert, bien sûr. Ah, oui. Belle italienne. Et alors, il faut le préciser, parce que je ne l'ai pas encore dit, on vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un documentaire, Uderzo, sur le divan d'Astérix, qui va être diffusé vendredi, c'est ça, oui, sur Canal+, oui, que vous avez coécrit. Oui, absolument. Canal+ diffuse le film de Guillaume Canet, le dernier film qui est sorti sur Astérix et Obélix, et le documentaire suivra. C'est donc une soirée Astérix ce vendredi sur Canal+. On pourra parler des films et de tout ça et de ce documentaire. C'était important de mettre Uderzo sur le divan d'Astérix? Écoutez, oui, même nous, on était surpris parce que c'est un titre qu'on aimait beaucoup, qui était parlant en soi déjà, oui. Mais il fallait qu'il soit en cohérence avec le contenu du document et du documentaire. Et en fait, c'était superbe. C'était vraiment un fil conducteur hyper intéressant. Et c'est comme ça, et c'est très difficile quand on est la fille et de se dire il faut relater. Alors, j'étais pas toute seule, hein, je vous rassure, sinon j'aurais même pas été capable. Oui, Bernard de Choisy, Yannick Saillet, voilà. Raconté par Antoine Decaune, qui est un fan inconditionnel. Exactement, et toute cette équipe, cette joyeuse équipe, on a su trouver. Moi, j'avais surtout l'intention de montrer le côté humain de l'artiste. Savoir que derrière chaque artiste, il se trouve un homme et il avait sa propre vie, son propre tempérament. Et j'avais envie non pas de montrer l'intimité de mon père, mais la construction de cet homme pour devenir ce qu'il était devenu. D'ailleurs, je trouve, Gilles, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, il était assez intimidant, hein, quand même, Albert Uderzo. D'ailleurs, Alexandre Astier le dit, quand on va le voir, on fait pas le malin. Il dégageait ça dans la vie aussi. Oui, moi je sais que mes copines, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand elles venaient à la maison, c'était bonjour hyper. Et c'est drôle parce qu'il était convivial, il était gentil, il était vraiment, c'était un amour. Et je ne sais pas, il avait une personnalité qui manifestement, en plus il la ramenait pas, il en profitait pas de son statut, donc c'était étonnant de voir cette réaction. Puis on en parlera après, mais ce qu'on apprend dans le doc, c'est que Uderzo est italien, oui. Et que Goscinny, lui, est d'origine juif polonais ukrainien, et donc en fait c'est 2 immigrés qui ont créé la plus grande légende française. Exactement. Et le personnage le plus gaulois que peut être Astérix et Obélix. On va en parler et tout de suite on va vous laisser parler, vous, Gilles Gansman, avec votre zapping. Ah oui. Sud Radio Média, l'instant zapping. Après l'effroi et la stupéfaction au Maroc est venu le temps des secours et de l'après. Sur place, l'aide se fait attendre et les Marocains comptent leur mort quotidien. On a parlé hier.
Un élan de solidarité aussi pour faire face au retard des opérations de sauvetage dans certaines régions. Il a demandé l'aide pendant 14 heures, mais il n'y a rien, il n'y a personne. Notre gouvernement, il n'a pas fait son travail comme il faut. Pendant que tout était en train de tomber, on voyait passer des hélicoptères. Ils ne sont jamais venus. On a mis des foulards, on a crié, rien. Et quand un hélicoptère arrive, la joie se lit sur les visages, une joie passagère qui laisse souvent la place aux larmes quand ces habitants sinistrés font le décompte macabre de leurs proches qui ont péri dans le drame. 3, 5, 6, 7, 8, 10. I found my sister. She was my everything. À noter qu'à 10h30, on recevra tous les deux Ophélie Meunier, qui ce soir présentera sur M6 à 21h10, qui a bouleversé tous ses programmes, tous au Maroc. Un concert caritatif en direct, en partenariat avec la Croix-Rouge. Et on pourra parler avec Ophélie. Moi, je voulais vous demander, est-ce que au Maroc ou dans les pays du Maghreb, Astérix fonctionne bien, est vendu là-bas? Oui. Alors, je ne peux pas savoir exactement les chiffres, mais je pense qu'il peut... Oui, bien sûr. Et Astérix change de nom ou pas? Alors Astérix, jamais. D'accord. Astérix, Obélix, c'est pas comme Mickey ou les Schtroumpfs? Non. Incroyable. Par contre, certains personnages du village, que ce soit le chef, Assurance Tourix... Oui, parce que c'est des jeux de mots. Voilà, exactement. Donc oui. Eux, ils changent. Alors, me demandez pas non plus. Non. Je serais bien incapable. Alors, elle aurait pu être Falbala ou une version féminine d'Assurance Tourix, Ariel Dombal. Alors, regarde elle-même, je sais pas si vous avez vu. Elle butine dans Paris quand, d'un seul coup, elle aperçoit l'affiche de son film Aux Joies. Ah, ça me fait super plaisir, là, sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, et sillonner tout Paris, et la sortie dans toute la France des secrets de la princesse de Cadignan. Quelle joie! Difficile aujourd'hui de retrouver la liberté ou le décalage des génies d'Uderzo et Goscinny, parce qu'évidemment il y avait un vrai décalage. Alors toutefois les équipes du Groland ont un peu cet esprit sur Canal+. Alors vous savez qu'on a découvert un phénomène qui grandit en ce moment, c'est le port du rideau sur la tête, le port de la nappe de table. Et on voit que dans la rue, il y a de plus en plus de ports du plaid. Évidemment, Emmanuel Micron va devoir agir. Hollande, il n'y a pas que le port du voile qui déclenche la polémique. Le port du rideau, emblème de la noblesse grolandaise, pose lui aussi problème. On porte la tenture dans la famille depuis 3 siècles. Zut alors. Si le port du rideau devrait bientôt être interdit sur la voie publique, le port du voilage, lui, resterait toléré. Par contre, le port de la nappe, condamné par toutes les féministes, Bonjour. devrait être sévèrement réglementé. Je comprends pas, ma grand-mère portait la toile cirée, ma mère portait la toile cirée, c'est pas pour ça que je fais la cuisine. Hein. Si le port de la nappe est sujet à caution, le port du napperon, lui, plus discret, serait accepté. Emmanuel Micron va devoir encore une fois prendre la parole. C'est bien dans l'esprit de Goscinny. J'avoue que là, ils sont très très forts. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui sort sur Netflix, on en parlera également demain dans l'émission, le biopic sur Bernard Tapie, moins d'1 an et demi après sa mort. Une série en plusieurs épisodes qui s'est fait sans l'accord de la famille. Le fils de Bernard Tapie a réagi. Ils sont pas contents d'ailleurs. Oui, mais vous allez voir, il est plus mesuré. Il a réagi hier sur CNews. Je vous expliquerai pourquoi il n'est pas content. Je suis mitigé, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait mieux à faire. Voilà. La série est pas méchante. Je m'attendais pas à autre chose. C'est quand même le fils Seguela qui l'a faite, qui est un ami de la famille depuis des années. On retrouve les caractéristiques de mon père, sa personnalité. Il a réuni un groupe d'acteurs exceptionnels. Franchement, l'ensemble des acteurs sont formidables. Le parti pris d'avoir fait une fiction, je le comprends pas, parce que la vie de mon père était tellement riche que vous auriez pu faire 7 épisodes de réel et uniquement de réel, et ça aurait été tout aussi, si ce n'est plus spectaculaire. Avec votre père, le réel dépassait la fiction. Exactement. Je vous donne un exemple. Il a fait le choix, pour la reprise de Vendère, d'inventer un scénario dans lequel il y a plusieurs candidats, alors que si mon père l'a reprise pour un franc, c'est parce que comme les autres, personne n'en voulait. Et puis alors, pour essayer de décrédibiliser un des candidats, il monte toute une espèce de piège voilà, qui n'a pas de sens, qui est pas très drôle, qui est pas très bien imaginé, alors qu'il y avait des choses, c'est-à-dire qu'il pouvait faire un épisode sur comment il va prendre les châteaux de Bokassa, qui est du réel et qui était beaucoup plus fort. C'était sur RMC Story et pas sur CNews. Et l'autre chose, c'est qu'en effet, ils ont, j'aurais pas dû employer le mot biopic parce que c'est pas du tout ça. En fait, ils ont gardé le personnage de Tapie tel qu'il est, avec ses mots, sa force, et ils ont fait
fait, ils ont scénarisé derrière, et c'est pas vraiment son histoire. Tout est raconté. Moi, je voulais justement en profiter, puisque donc la famille c'est compliqué. Comment on gère un héritage comme Uderzo, comment on trouve sa légitimité par rapport à être de la famille? Alors, être la fille de son père, c'est pas compliqué. C'est mon premier rôle, et ça, c'est voilà. Après, c'est vrai que en grandissant, on a des parents qui ont un métier, quel qu'il soit, et on le vit, mais on participe pas forcément. On le sait. Et quand on vous demande, c'est ce que m'a demandé mon père après, de venir travailler avec lui, là, ça devient différent. Parce que on mêle dans la relation intime avec un des parents une autre relation qui est plus complexe en fait. C'est pas si simple. Et pourtant Astérix, on peut dire c'est facile à travailler, mais ça demande du travail. Il faut pas se tromper parce qu'il y a des auteurs derrière qui peuvent être pas contents. Donc c'était c'était ma première partie de vie professionnelle avec lui. Et puis le reste, comme j'ai travaillé 20 ans avec lui, au final, j'avais les codes. Je suis née dedans je suis tombée dedans quand j'ai été petite, dans la potion. Voilà. Et il y a de l'intuition, c'est assez intuitif, et puis il y a la connaissance approfondie, parce que moi j'ai été une lectrice, j'aime la bande dessinée. J'ai été une lectrice d'Astérix petite, parce que mes copains lisaient et que moi je savais pas quoi faire de mon côté. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui font dans la vie. On sait que Gueluc veut pas que son chat lui succède. Ça a été compliqué pour Lucky Luke. Vous, les histoires continuent. Il y a un album qui sort, l'Iris Blanc, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui sort début octobre. Ouais. Le 21 octobre. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que c'est compliqué sur le plan de l'affect, parce que c'est pas la main de cette main qu'avait mon père, qui était une main énorme, qui avait. C'est pas lui qui a dessiné. C'est pas lui qui dessine, donc voilà. Mais c'est normal quelque part de se dire que ça continue. Il est plus là aujourd'hui, René n'est plus là, mais ça continue. On va parler justement de cet héritage et de cette vie incroyable dans quelques instants. J'ai un dernier son. Ah oui, encore. Mais je donc, toujours vous prenez beaucoup de temps aujourd'hui, mon cher Gilles. Mais oui, c'est ça. Alors, quand on a des choses de qualité. Donc le documentaire de vendredi sera diffusé à 21h. C'est le dernier Astérix, l'Empire du Milieu, qui va être diffusé, réalisé par Guillaume Canet. Et il y avait quoi dans la bande originale? Elle a été composée par M, quand même. Ah oui, quand même. Excellent. Incroyable bande originale de M. La bande musicale. Oui, nous avons parlé musique tous les deux. Et une chanson, Ils sont fous ces humains, ça aussi, interprétée par M et Big Flo et Oli. J'adore ce livre. Vous aussi? C'est pour ça que je vous ai parlé de cette chose. Bah ouais, c'est compris. Je vous autorise à lancer la Ça y est, j'ai le droit, après avoir tué un moustique d'ailleurs sur le plateau, je vous ai sauvé de quelques piqûres, je vous signale. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans quelques instants avec Sylvie Uderzo. Sud Radio Média, l'invité du jour. 10h18, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Nous sommes avec Sylvie Uderzo à l'occasion de la sortie du documentaire Uderzo sur le divan d'Astérix. Ça sera diffusé sur Canal+ vendredi, Gilles Gansman. Ouais, juste après le film réalisé par Guillaume Canet. Vous êtes content de ce film-là qui a été très critiqué? Alors écoutez, oui. Parce que c'est un film d'aventure, et là, ça n'a aucune prétention que de divertir les familles, des enfants jusqu'aux grands-parents. Il y a eu des gros moyens, il y a des acteurs qui sont excellents. En l'occurrence, Vincent Cassel en César, il est plus vrai que nature, enfin donc c'est exceptionnel. Mais il y avait toujours je peux le comprendre, mais ce rapport à Mission Cléopâtre. Donc, le film de Chabat, mais il n'y avait pas de comparaison à faire. Et Guillaume Canet savait pertinemment qu'il n'allait pas faire une deuxième Mission Cléopâtre. Donc il fallait, et puis il voulait surtout remettre les personnages au cœur de l'histoire. Et puis la Chine, pourquoi pas, c'était une possibilité. Donc non, je trouve que les critiques ont été
extrêmement sévère. La Chine que votre papa ne savait pas dessiner, il l'admet. Les Chinois, pardon, oui, absolument. Il l'avoue d'ailleurs auprès de Guillaume Canet. Il dit en fait, j'ai jamais su les dessiner. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'album. Qui sont les héritiers les plus chiants, ceux de Tintin ou ceux d'Astérix? Vous voulez que je vous réponde? Oui. Moi j'ai une idée, mais je ne dirai pas. Ah ben mais moi je ne sais pas non plus. Est-ce que vous avez eu des demandes farfelues que vous avez refusées de produits d'Astérix ou du papier toilette, oui. Ça vous refusez? Bah ouais. Il y a eu quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh là 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 là, je ne vois pas que ça m'avait hyper choqué les papiers toilettes. Il n'y a pas eu des sous pour que ça soit potion ou des gens si, bien sûr. sur de l'énergie drink? Si, mais alors là on est très vigilant sur ce qui est ouais. Tout ce qui est médicaments, évidemment. Bah oui, parce mais que la potion magique. Voilà, il y a des laboratoires qui nous ont contactés souvent et ça on dit non d'office. L'aliment, ça dépend. Dans l'alimentaire, ça dépend. Mais c'est vrai que tout peut être dérivé de la potion magique, de l'univers gaulois. Bon, il y a quand même un grand parc, Astérix. Oui. On voit d'ailleurs la genèse dans le documentaire. Juste pour finir, des préservatifs Obélix, vous refusez? Alors bon, ça oui. Vous avez eu des demandes là-dessus ou pas? Je ne sais pas. C'est possible. C'est vrai? Pourquoi cette idée, mais parce que voilà, c'est ça. Non, mais parce que je trouve que les demandes des produits dérivés, moi j'ai bossé pour Disney. Le préservatif. Mais parce que chez Disney, on avait beaucoup de demandes de préservatifs. Voilà. Chez Disney, donc c'est pour ça que vous savez ça. Et on avait des demandes de droits dérivés, mais tellement farfelues, tellement incroyables, sans se rendre compte que le premier public était les enfants. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on est la première cible, c'était les enfants. Mais à Disney, il y avait eu une demande pour avoir une crème hémorroïde. Ah oui, non, on n'a pas eu ça, nous. C'est pas possible. Qui était au nom. Mais ça n'a aucun sens. Qui était au nom de. Je me rappelle plus de quelle princesse. Mais donc voilà, donc il y avait des choses assez rigolotes. Pourquoi ça m'intéresse toujours de savoir. Oui, c'est vrai. C'est plus drôle que le parc Astérix, certainement. Mais c'est vrai qu'on voit cette genèse. Vous en êtes fiers aujourd'hui de ce parc? Oui, et vraiment excessivement fiers, j'allais dire, mais c'est vrai parce que c'était vraiment un vrai défi, défi que mon père s'est lancé. Il a eu les bonnes personnes autour pour l'accompagner et l'aider pour réaliser tout ça, évidemment. Mais vous parliez de Disney, justement, ils étaient avant Disney, la proposition de faire ce parc était avant Disney, et comme Disney c'était déjà dans les rouages, et quand il a fallu avoir une bretelle, dans le documentaire on l'explique, une bretelle d'autoroute, il y a un cabinet ministériel qui ont dit, mais vous prenez pour qui? Pour Disney? Et ils ont dû... ça a été la réflexion texto et de partir en disant on va faire moins sur le parc et on va mettre l'argent pour une bretelle d'autoroute, parce que comment accéder sans sachant que le tapis rouge avait été donné par le gouvernement à Disneyland, qu'il y a eu des terres pour des prix dérisoires, qu'il y a eu un RER, parce qu'on était en concurrence avec d'autres, ils étaient en concurrence avec d'autres pays. Oui, exactement. Donc ils ont eu peur de le perdre et ils ont tout donné à Disney. Pourquoi la nécessité de raconter et de faire un documentaire sur Uderzo? Alors, il y a une première nécessité qui était de lui rendre hommage, parce qu'il est parti le 24 mars 2020, en tout début du Covid. On a reçu beaucoup de courriers en disant vous ne faites rien, vous n'en parlez pas, et on était très embêtés parce que on pouvait rien faire. Donc c'était lui rendre hommage. J'espère qu'on y a réussi. Et puis ensuite faire découvrir qui était Albert Uderzo au final, parce que c'était quelqu'un de très pudique, qui n'aimait pas trop se montrer, et nous on avait envie de montrer l'homme. C'est ce que je disais tout à l'heure, de montrer que faire Astérix, c'est bien sûr un grand plaisir pour lui, mais c'était beaucoup de travail. Pas d'Uderzo sans Goscinny, on le voit au début du documentaire, cette incroyable histoire d'amitié. Quand René d'ailleurs est mort, votre père a perdu son âme sœur, dit d'ailleurs sa fille. C'était une déchirure absolue dont il a eu peine à se remettre. Oui, il a eu beaucoup de mal et jusqu'au bout, c'est une évidence. D'abord, il perdait son ami, son frère, comme il disait. Et c'était impensable, parce que 50 ans, déjà, c'est jeune. Et puis ce duo d'amitié et ce duo professionnel, voilà, tout s'est effondré autour de lui, mais vraiment.
Et puis on voit également qu'il pouvait dessiner différentes. On voit ses premiers dessins quand il était enfant dans le documentaire. On voit également c'est lui qui avait dessiné Tanguy et la verdure. Donc il avait plusieurs styles. Et puis on voit également comment il arrivait à. On voit quand il y a le coup de poing sur les Romains, arriver à avoir cette chaussure comme un élastique. Et il avait ce talent de montrer le mouvement en fait. Voilà, ces dessins n'étaient jamais figés. Si on regarde Astérix, uniquement même Astérix dans les albums, alors bien sûr il peut par moment quand il parle être à l'arrêt, mais il est toujours en mouvement. Comme c'est un petit sac nerveux, il est toujours en mouvement. Et ce que disait Conrad, celui qui dessine aujourd'hui Astérix... Au fin fond des États-Unis, vous verrez ça dans le documentaire. Oui. C'est un personnage, lui aussi. C'est un personnage. Hein. Il dit que c'est difficile, qu'il s'y reprend à 2 fois et il pensait que c'était beaucoup plus simple de dessiner Astérix. Oui, d'abord parce que c'est un très bon dessinateur, donc il s'est dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que la patte de mon père sur ses dessins est particulière et très 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 en mouvement. Il fallait vraiment créer un Gaulois, hein, c'est ce qui est dit. Hein. Gilles le rappelait tout à l'heure, c'est un juif d'origine polonaise et un Italien qui crée le plus grand mythe français finalement. Mais c'était leur envie, n'est-ce pas? Alors c'était leur envie parce qu'en fait il fallait créer un personnage pour le journal Pilote et il fallait quelque chose de très français. Pour l'époque, c'était comme ça. Et en fait, ils ont commencé à parler de l'histoire de France et ils ont commencé par la préhistoire, mais ça avait été déjà fait. Et quand ils sont arrivés à l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, là, René a dit stop, c'est ça, faut y aller. Et là, ils ont commencé à délirer comme des malades. Est-ce que votre père avait un cérémonial, ses stylos préférés, ses endroits préférés? Est-ce qu'il avait des tocs un peu... Non, en fait, ce qui est assez étonnant, parce que moi, j'avais eu la chance de voir les studios de Charles Schulz pour les Peanuts. Où là, c'était le délire américain hollywoodien. Et moi, je disais, bon, papa, tu pourrais faire un effort. Il avait toujours sa planche à dessin depuis toujours, son coin à lui, sa radio. C'est Charlie Brown, hein, pour nos auditeurs. Pardon, Charlie Brown. Et donc, il avait son critérium, c'est toujours le même. Sa plume doigt pour enlever la gomme. Enfin, rien, c'était l'artisan pur et dur. C'était pas du tout. Et il a pu passer à la tablette ou il était à l'époque du Gutenberg que le stylo? Ouais, exactement. La tablette, vous parlez de quoi là? Non, lui, c'était pas possible. Non. Il voulait devenir clown, hein, René Uderzo. Ah oui, quand il était enfant, vraiment gamin, il voulait être clown. Ouais. Albert. Qu'est-ce qu'il va je les ai mélangés. Normal. Et dernière question, qu'est-ce qui va se passer dans l'Iris Blanc alors dans ce nouvel album? Je sais rien. Oh, vous savez un peu, non? Vous l'avez pas encore lu? Si. Ah bah alors. Mais je vous le dirai pas. Bah oui, parce que c'est une grosse sortie. Mais vous avez un droit de regard, surtout. Bien sûr. Ouais. En tant qu'ayant droit, oui, mais ça se passe que l'éditeur fait ses projets, fait sa démarche industrielle, commerciale, etc. Et nous, Anne et moi, en tant qu'ayant droit, on nous propose des projets et on essaye de faire en sorte que ça corresponde au mieux à la philosophie du personnage. Et vos enfants sont prêts pour la suite? Oh mon Dieu, laissez-les où ils sont pour l'instant. Ils ont chacun leur métier, ils sont bien là où ils sont. Ça vient toujours trop vite. Et je préfère qu'ils mènent leur propre vie pour l'instant. Au début, vous étiez extrêmement contrarié, vous le dites. Hein, vous êtes même un peu brouillé avec votre père un temps sur cet héritage. Maintenant, vous êtes heureuse que les choses se passent comme ça, que d'autres bien sûr, aient pris en main Astérix. C'est comme ça, c'est ainsi. Ça s'est passé. Maintenant, c'est justement passé. Donc voilà. Mais c'était honnête de même dans le documentaire. On voulait absolument que la vérité soit dite du début jusqu'à la fin. Donc ça plaît pas, c'est pas mon débat, c'est pas notre débat, c'est la vérité. Et donc ça aurait été, on pouvait sortir les violons, non, c'était pas le but du jeu. Il fallait qu'on soit honnête avec la vie de mon père. On se retrouve dans quelques instants
avec Sylvie Uderzo. On continue cette discussion. Non, on va passer au supplément. On va passer. Déjà. Et oui, on va passer à Ophélie Meunier. Alors voilà, écoutez, c'était donc on peut rappeler, en tout cas. Merci on peut rappeler que le documentaire est diffusé ce vendredi après le film de Guillaume Canet. Ça s'appelle Uderzo sur le divan d'Astérix. Si vous voulez voir le doc, il est également disponible sur MyCanal. Et raconté par Antoine Decaune, réalisé par Yannick Saillet. Merci beaucoup. Je voulais vous garder, vous voyez. C'était avec plaisir, je serais restée. C'est passé trop vite. Voilà. Merci beaucoup Sylvie Uderzo. Merci à vous. Le 10h midi, Sud Radio, le supplément média. 10h34, le supplément média, toujours en compagnie bien évidemment de Gilles Gansman, et nous sommes avec Ophélie Meunier. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Alors, concert caritatif ce soir en direct du Dôme de Paris en partenariat avec la Croix-Rouge française au profit du Croissant Rouge marocain. Ce sera sur M6, Ophélie, et vous allez être aux côtés d'Éric Antoine pour cette grande soirée caritative. Oui, tout à fait. On est tout s'est monté en très peu de temps. Ça a été décidé ce week-end. Les équipes travaillent nuit et jour depuis pour monter ce prime, et c'est très beau de voir que très vite beaucoup d'artistes ont dit oui, bien sûr, je serai là pour montrer mon soutien au peuple marocain. On avait vraiment envie. La chaîne, le groupe M6 a beaucoup d'affection pour le Maroc. C'est un pays important pour nous. Le public marocain est là aussi, et on avait vraiment envie de montrer qu'on était à leur côté. Donc avec Éric Antoine, on sera présent ce soir en direct du Dôme de Paris avec tous ces artistes français. Je vous en nomme quelques-uns: Patrick Bruel, Icar, Oshi, Claudio Capéo, Mac Pokora. On dépasse les frontières aussi. Il y a Natacha Saint-Pierre qui vient. Il y a Tina Arena, l'Australienne, donc on est là pour montrer qu'on est aux côtés de nos frères marocains, de nos amis marocains, et l'idée est à la fois de faire une soirée pour faire des appels aux dons, puisque évidemment il y a besoin de ces fonds pour aider le Maroc à passer cette épreuve et à se reconstruire, et puis aussi pour apporter un peu de sourire et de chaleur. On va être là pour chanter. Alors évidemment, c'est pas la fête. On est tous très conscients du drame immense qui vient de les frapper, mais on a envie ce soir aussi d'apporter de la douceur. Est-ce qu'il y aura des reportages, des images qui viennent du Maroc? C'est ma première question, Ophélie. Oui, et une deuxième question, est-ce qu'il y aura des chansons marocaines? Oui, alors oui, on a l'équipe, la rédaction de Info d'M6 qui tourne depuis ce week-end également des images pour proposer des reportages sur différentes thématiques. Bon, notamment, on va quand même réexpliquer à nos téléspectateurs où on en est à date. Donc ce soir, on fera un point sur la situation depuis que la terre a tremblé. On expliquera aussi comment la solidarité s'organise sur place. Et puis on reparlera évidemment aussi de la richesse immense du patrimoine marocain, et on montrera à quel point il est important de tout faire pour préserver ce patrimoine, on y tient énormément. Donc on aura aussi on rejoint ce soir, je pense que c'est le fond de votre question, Gilles. C'est vraiment le divertissement et l'info qui se rejoignent pour créer à la fois un moment en effet de loisir, mais aussi un moment d'information. Et alors, est-ce qu'il y a des chansons marocaines? Est-ce qu'il y aura des sons marocains? Parce que elles sont riches, les chansons marocaines. Tout à fait. Il y aura plusieurs artistes marocains. Je vous cache pas que là, c'est encore en cours de calage. Donc je ne veux pas trop m'avancer. Je veux attendre que les artistes aient bien validé la possibilité de venir, la possibilité de chanter, etc. Donc je veux pas. La journée va être chargée. Vous allez faire des filages aujourd'hui, une petite répétition. Oui, bien sûr. Je raccroche avec vous et je file au Dôme de Paris. Donc ça va être. On va y être toute la journée et évidemment toute la soirée, mais oui, Gilles, il y aura des artistes marocains. La musique marocaine sera présente ce soir. Et il y aura des cornes de gazelle au catering? Non, c'est qu'à manger. Je sais pas, mais j'y tiens, j'adore ça. C'est un clin d'œil à la culture marocaine. Je vous propose, Ophélie et Stéphanie, d'écouter la bande-annonce. Suite au tremblement de terre qui a frappé le Maroc, M6 et la Croix-Rouge française se mobilisent au profit du Croissant Rouge marocain. Je vous donne rendez-vous avec Éric Antoine pour un grand concert caritatif en direct du Dôme de Paris. De nombreux artistes vont se réunir sur scène pour chanter leur solidarité
avec le peuple marocain. Parmi eux, Patrick Bruel, Claudio Capéo, M. Pokora, Natacha Saint-Pierre, Tina Arena et beaucoup d'autres. Tous avec le Maroc, le concert de soutien à vivre ce soir en direct sur M6 à 21h10. Moi, je voulais savoir quel est votre, à titre personnel et particulier, je pose rarement des questions sur votre vie personnelle et particulière, Ophélie. Quel rapport vous avez avec le Maroc ? Alors, ça me fait très plaisir que vous me posiez cette question. Je suis pas non plus hyper fan des questions trop personnelles, vous me connaissez. Mais là, je suis ravie que vous me posiez la question parce que je suis ravie d'exprimer. En fait, je connais le Maroc et je vais au Maroc vraiment en tant que touriste depuis toute petite. Et je vais là-bas vraiment. C'est une deuxième maison pour moi. Je m'y sens comme à la maison. Je suis complètement fan et la culture marocaine, la chaleur marocaine, la chaleur des Marocains me fait un bien fou à chaque fois que je vais là-bas. J'ai vraiment eu l'occasion de visiter plein de villes au Maroc et beaucoup Marrakech. Donc comme ça touche évidemment tout près de Marrakech, ça me touche encore plus. Donc c'était quand M6 m'a demandé d'être présente ce soir, il ne le savait pas, mais j'ai tout de suite dit merci de m'offrir cette opportunité de me montrer aussi à quel point voilà je tiens au Maroc et j'ai beaucoup d'affection pour le Maroc. Et est-ce que vous avez été à Fès? Est-ce que vous avez été à Fès voir les bassins de teinture? Je ne sais pas si vous avez été, Stéphanie. Oui, c'est un endroit incroyable où vous avez des bassins de toutes les couleurs à Fès. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Vous avez fait ça, Ophélie? J'ai fait ça et d'ailleurs ça me donne l'occasion de dire quelque chose. Il est extrêmement important que vous savez aussi bien que moi que le Maroc vit beaucoup du tourisme. Et quand il y a un drame comme ça qui frappe un pays, évidemment la crainte première qu'ont les Marocains aujourd'hui, c'est que les gens annulent ou voilà, désertent un petit peu. Il ne faut pas vraiment, il faut continuer à les soutenir aussi en maintenant, si vous avez des voyages qui sont prévus d'ici la fin de l'année, voilà, avec toutes les précautions qui sont à prendre d'un point de vue sécuritaire, évidemment, mais il faut continuer à les soutenir touristiquement parlant, il faut continuer à aller visiter le Maroc, ils en ont besoin. C'était compliqué de se délocaliser, j'imagine aussi faute de temps peut-être, mais vous auriez peut-être souhaité le faire, Ophélie ? Alors on l'a pas envisagé parce que je pense en effet il a fallu être quand même un petit peu pragmatique sur le point de vue organisation. Donc il y a en plus il y a des JT qui sont partis là-bas, il y a on a des reporters sur place. Donc on est l'émission se fait depuis Paris, mais dans les montagnes également, parce que c'est le reproche qui a été fait nos amis, nos confrères de BFM TV, de montrer beaucoup Marrakech et un peu moins les montagnes là où ça s'est vraiment passé, l'Atlas. Oui, alors pour avoir beaucoup écouté des reportages et des reporters depuis ces derniers jours, ce que j'ai compris, et je ne suis pas sur place, donc c'est vraiment ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris, c'est que la difficulté, même des médecins d'ailleurs qui cherchent à aller sur les lieux du drame, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de route, c'est extrêmement abîmé, donc la difficulté de s'y rendre, elle est colossale. Donc voilà, j'imagine, en tout cas, on est sur les lieux du drame et clairement, je pense qu'il aurait été un peu compliqué dans le temps imparti de se rajouter la difficulté de délocaliser pour toute une soirée avec autant de monde qui se mobilise. Vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui sont là ce soir, mais il y a aussi des intervenants. Je pense à Jack Lang qui sera là, évidemment à la tête de l'Institut du monde arabe, donc il a envie d'être présent et de montrer son soutien à ce pays auquel il tient beaucoup. Voilà, il y aura Arthur qui sera là ce soir parce que je sais pas si les gens le savent, mais Arthur est né à Casa, donc il est extrêmement touché par ce qui s'est passé. Donc voilà, pour avoir autant de gens, c'était plus simple de rester à Paris, mais on fera notre maximum évidemment ce soir pour montrer la réalité du terrain là-bas aussi. Et puis Ophélie Meunier, méfiez-vous, Éric Antoine est fou, je vous le dis. Il est venu 2-3 fois dans le studio, mais méfiez-vous Ophélie, ça va être compliqué ce soir. Le direct va être compliqué. Du terme, vraiment, je suis très, c'est la première fois qu'on partage à l'écran un moment. On en a partagé en interne à M6 lors de quelques occasions de groupe, en tant que groupe audiovisuel. Mais voilà, c'est la première fois qu'on sera ensemble. Et sachez qu'on est ravis de partager ce moment et de mettre nos deux univers en commun. On s'entend très bien et je suis vraiment heureuse d'être à ses côtés. S'il veut vous couper en deux, vous dites non. Ouais. Faire disparaître. 21h10.
Il faut qu'avant la fin de la soirée, ils me remettent en un seul morceau. 21h10, rendez-vous sur M6, voilà. Tous avec le Maroc. Merci Ophélie Meunier. Et j'en profite pour dire qu'il y aura un zone interdite consacrée à l'enfance que présentera Ophélie Meunier pas ce vendredi, mais vendredi prochain, qu'il ne faut absolument pas louper. Dimanche 24. Dimanche 24. Merci d'en parler. Allez-y, un petit mot dessus. Une microseconde. Non, juste avant, par rapport à ce soir, si les gens qui nous écoutent sont à Paris et ont envie de venir, c'est au Dôme de Paris, c'est gratuit. Il reste encore, on a déjà beaucoup de monde qui vient et on est super heureux, mais il y a encore des places qui restent. Donc c'est très facile, vous allez sur le site émission-tv.com ou sur le site d'M6, on vous dirigera. Et on peut encore prendre des places pour venir ce soir, il faut juste s'inscrire, mais c'est gratuit. Venez, c'est un grand concert. C'est l'occasion. Alors, un grand concert, n'hésitez pas à aller au Dôme de Paris. Vous allez sur le site m6.fr. Merci à vous Ophélie et Gilles. À demain, on parlera de Bernard Tapie et de la série très attendue aussi à partir de ce soir. Merci à vous. On aura une drag queen demain en studio. Génial. Et tout de suite, mettez-vous d'accord avec nos invités.